Voilà qui nous installe sur cette rubrique Parlons gouvernance avec notre consultant politique. Bonjour Agapit Napoléon Mafranca. Bonjour Angèle, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes de la chaîne. Justement, nous avons eu des retours sur la thématique que nous avons abordée hier. Les téléspectateurs, certains voudraient encore plus comprendre pourquoi on maintient toujours cette institution parce qu'on a parlé de la Haute Cour de justice. Pourquoi on la maintient alors que, comme je le disais hier, n'a jamais de client ou les dossiers ne vont jamais à terme? Oui, c'est une préoccupation légitime. Et cette question, elle devient un peu récurrente. Un peu, le problème devient comme apparaît comme un serpent de mer, comme on le dit vulgairement. Je sais que les cours qui se sont succédés ont essayé de répondre, de poser elles-mêmes la problématique. Mais celle présidée tout récemment par Mme Ginoré, qui est en train de finir, elle a fait un bon séminaire à l'intention des journalistes pour expliquer le mécanisme de fonctionnement. Mais ça ne règle pas le problème puisque la Cour ne dicte pas ses propres lois. La Cour applique la Constitution, son règlement intérieur et autres, sa loi organique. Donc, la Cour ne peut pas aller au-delà. Et la Cour ne peut pas se substituer aux politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Et c'est là le creux, le nœud est là, c'est la politique de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est un gros lieu politique. C'est l'état-major politique, c'est l'agora politique du pays. Donc, vous ne pouvez pas leur interdire non plus de faire la politique. On ne livre pas le sien facilement. Les Américains ont beau être les grandes démocraties du monde, mais ils refusent de livrer leurs soldats à la CPI, par exemple. Mais chacun est libre de dicter ses règles pour faire passer ses idées et surtout pour marquer son territoire. Alors donc, si le constituant a prévu le mécanisme ainsi, c'est parce qu'il sait que c'est pas évident qu'il soit dans la dynamique qu'on poursuit régulièrement les personnalités du genre aussi facilement, peut-être pour éviter des abus. Mais en voulant éviter des abus, on a mis assez de verrous, à mon humble avis, trop de verrous, parce que comme je vous ai dit, pour déjà enclencher la procédure, il faut d'abord lever, il faut voter. Il faut voter la poursuite. Et ensuite, il faut voter la mise en accusation. Donc, pour que la procédure... Donc, il y a deux votes qui passent par l'Assemblée nationale. L'Assemblée peut changer de majorité, mais l'Assemblée, c'est quand même des jeux politiques. Donc là, on n'a pas laissé la main à la Haute Cour de justice, en réalité. Elle ne travaille pas seule, finalement. Non seulement qu'elle ne travaille pas seule, mais c'est qu'elle est... D'abord, de sa composition, elle est composée de 6 parlementaires sur 7 autres membres. C'est-à-dire que les 6 parlementaires sont des hommes politiques, connus. Alors, je ne veux pas aller jusqu'à dire que les 6 de la Cour constitutionnelle sont choisis par les politiques, mais c'est quand même fait. C'est le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont beau être magistrats, ils ont beau être juristes de haut niveau, praticiens de droit à jeu, ils ont beau être personnalités. C'est une décision politique. Et même si on croit absolument aux juristes en disant ils vont dire du droit parce qu'ils ont fait des serments, les deux personnalités de la Cour constitutionnelle ne sont liées en rien, ils sont personnalités. Ils ont beau faire le serment, ils sont des personnalités, ils ne sont pas juges, ils ne sont pas formés juges. Donc, ils sont juges de côté constitutionnel, et de l'autre juge, bon, de retour de justice. Donc, du coup, on peut bien le croire en leur, mais ils sont un peu comme les jurés, mais ils sont là, ils vont calmer le jeu. Bon, les magistrats vont dire le grand droit, voilà, le rôle de leur expérience. Mais bon, quand vous ajoutez les deux personnalités plus les 6 députés, alors on se retrouve déjà dans un jeu qui n'est pas au sérieux. Alors, j'ai caricaturé ainsi, parce que je respecte quand même la composition. Absolument. J'ai caricaturé ainsi pour montrer la complexité à l'interne. Maintenant, à l'externe, disons au niveau parlementaire, c'est là que tout se joue. Lorsque vous votez la mise en accusation, vous livrez quelqu'un à la poursuite de la Haute Cour de justice. On va parler de chasse à l'homme. Mais est-ce que le ministre de la Santé a jamais reconnu que son immunité parlementaire, que sa procédure a été votée par... Non, mais ce n'était pas lui seul. Mais au fait, pour moi, je ne le voyais pas au cœur de situations particulières. Au moment où le régime partait, parce que c'est quand même un ministre sympathique, on peut le dire. Moi j'ai côtoyé un peu ce système. Donc, très affectueusement, pour moi, je l'appelle grand frère, parce que j'estime que c'est quelqu'un qui dégage un peu de sérénité. Donc, j'étais surpris quand même que ça soit accéléré. Tout simplement parce que, bon, ayant voté sur des cas, c'est sans doute des données dont les gens disposaient, cette question-là. Bon, donc, il a parlé donc de chasse. Bon, les gens commençaient par parler de chasse aux sorcières. Mais avant lui, sous Yahi, il y a eu le Kamarou Fassassi, paix à son âme, le ministre des Affaires étrangères, Rogatien Biao, sur l'affaire du domaine de l'ambassade.
On a connu des cas, ces cas-là par exemple. Donc, vous voyez, il y a déjà eu des cas comme ça. Mais quel débat et quelle suite après? Parce qu'après, il faut la procédure judiciaire. Et là encore aussi, ça peut s'enliser. Si déjà au niveau même de la haute cour de justice, il y a Je pense que le montage est mauvais. Le montage et le casting sont mauvais. Le montage, c'est-à-dire la manière, le casting et la distribution des rôles, c'est mauvais. Quand bien même ça, la loi organique a pris du temps à être votée comme vous le Non, rappelez hier. non, la loi organique qui a pris du temps, ça justifiait, ceci justifie l'autre. C'est une décision sensible. Et la Cour constitutionnelle, des époques là, ça a pris en tout cas du temps. Ça a pris vraiment du temps parce que les va-et-vient avec entre la Cour constitutionnelle et les députés a fait que... C'est là qu'on a parlé d'avis conforme, avis consultatif. Et la Cour constitutionnelle dit de mettre avis conforme. Avis conforme, pardon. Je ne me rappelle pas, j'étais jeune chroniqueur parlementaire à l'époque. Donc, il y a un problème, effectivement. Et donc, nos téléspectateurs ont raison. Il y a que, garder cette loi comme ça, et garder la haute cour de justice comme elle est. Je ne sais pas, on ne dénigre pas une institution, mais on lui dénie son efficacité. Elle ne l'a pas. Même le médiateur fait mieux. Excusez la comparaison. Non, même le médiateur fait mieux. Non, vous le dites bien parce que au moins le médiateur, lui, son histoire n'était pas mêlé de méandres, n'était pas dans les méandres juridiques. Et puis son champ étant délimité. Ouais, même quand le chef d'État lui a demandé en l'installant d'aller un peu plus loin, ouais, il a pris suffisamment de gants. Et il a fait commencer ses propositions qui ont peut-être pu marcher, je sais pas. Donc, effectivement, on peut le dire ainsi. Mais bon, après, on peut dire quand même que pourquoi on ne font pas tout ça en quelque chose de plus consistant. Parce qu'en réalité, à quoi nous sert le médiateur de la République? À rien. Aujourd'hui. À dire qu'il sert à rien. À quoi sert la haute cour de justice? À rien. Alors, ce qui pourrait servir, ce qui sert, c'est le Conseil économique et social. Mais est-ce que vous voyez son rôle? Pas vraiment. Pas impactant. Justement, parce que leur production est de qualité, je vous le dis, est de qualité. Il y a des personnalités de qualité. C'est la fine crème que vous retrouvez là-bas, globalement. Ils ne sont élus par les leurs. C'est la fine crème que vous retrouvez par là. Leurs documents vont où? Au palais. Oui. C'est à la discrétion du chef de l'État. Et aucun président de la République n'a dit formellement, voilà ce que je fais. Beaucoup les utilisent parfois dans les programmes, dans les projets, dans les trucs, mais de manière formelle. Mais je pense que ces documents devraient pouvoir après être rendus publics et surtout mis à disposition de l'Assemblée nationale en principe. Normalement, chaque député, je ne sais pas si c'est dans leur loi organique, mais je ne pense pas, chaque député devrait recevoir les travaux du Conseil économique et social pour le rendre utile. Et moi, vous allez me dire, mais il est fou. Si moi, je devrais réinventer tout ça là, pour moi, le Conseil économique et social suffit pour être l'Assemblée nationale. Il suffit juste Là, vous avez trouvé la bonne expression. L'Assemblée nationale. Je ne vais pas la dire, vous savez, l'Assemblée nationale révolutionnaire n'était pas moins que c'est les corps constitués, élus par les leurs. Donc, ils viennent de tous les secteurs. Il n'y a pas les médias au Conseil économique et social, la profession libérale. Mais à l'époque, sur le PPB, je pense que si les médias étaient aujourd'hui considérés comme quatrième pouvoir, ils doivent être représentés. Mais c'était les libéraux. Donc, il y avait tous les corps, il y avait la petite bourgeoisie. Donc, ils étaient contre les bourgeois. Ils avaient quand même la petite bourgeoisie qui était la CCIB, le patronat, les universitaires, les syndicats. À l'Assemblée, c'est là. Donc, c'est la société c'est là. Aujourd'hui, vous avez un peu cette constitution, cette composition d'une certaine manière. C'est la politique qui ne sont pas. C'est la politique qui ne sont pas. Exactement. Oui, mais si on a dû avoir deux parlements, deux chambres, il y aura peut-être la chambre, le Sénat, que le CES aurait pu constituer notre Sénat à nous. Parce qu'ils sont d'une certaine. Leur provenance est rassurante. La plupart, c'est des expériences de haut niveau et leur méthode de travail, les commissions de travail, ils vont approfondir des dossiers. Mais leur dossier ne peut pas aller plus loin. Et l'Assemblée nationale, c'est une élection aléatoire et de liste par ailleurs, ou c'est peut-être le mieux misant, ou alors c'est celui qui a la tête qui n'a peut-être pas le meilleur. Vous voyez donc, et puis les profils, si vous regardez les profils, c'est aussi aléatoire, il n'y a pas un profil disons, impactant. Donc vous vous retrouvez avec 109 députés aujourd'hui. Bon, on a fait
bonus 24 femmes, on attend de voir un peu si elles vont vraiment mériter. Ben, il y en a déjà de valeur, des femmes de valeur parmi eux parce que leur profil plaît déjà en leur faveur. Ben, comme il y a les autres députés, vous regardez, il y en a dont les profils plaident en leur faveur, mais il y en a qui sont discrets. Donc, je pense qu'il faut des grandes réflexions, au-delà des... Non, on ne touche pas à la Constitution, non, la Constitution, non. Il faut de grandes réflexions de fond pour savoir chaque institution c'est à quoi. Moi, quand je regarde, je vais prêter pour ma paroisse, quand je regarde la prochaine congrue que la HAC a dans cette affaire, avec la mission énorme qu'on lui attend de lui. Aujourd'hui, avec la régulation de l'intelligence artificielle, ça pose des problèmes. Est-ce que notre Constitution s'adapte à la réalité? Est-ce que notre Constitution s'adapte à la modernité? Est-ce que notre Constitution est dans la... Quand je vois Sarkozy poursuivre sur plusieurs trucs qu'il a fait et que ça paraît normal, Trump poursuivre sur ces deux trucs et que ça paraît normal, mais pourquoi nous on veut vivre en autarcie alors qu'on dit qu'on est dans la démocratie? Donc, n'est-ce pas aussi parce qu'on aime trop les totems? Parce que nos anciens, surtout présidents de la République, deviennent des intouchables après le mandat. Exactement, mais c'est ça le vrai problème. D'autant que c'est le pays, la psychologie, la sociologie. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui toucher à Boni Yayi? C'est impossible. Vous ne pouvez même pas l'écouter. Je me rappelle en 96, quand le président Senghor est arrivé au pouvoir, quand le président Kérékou a gagné, il y avait une affaire de véhicules. Des véhicules qui étaient stockés, des véhicules de l'État, stockés sur une parcelle privée, qui appartenait à Sefou Fagbon, pour ne pas le dire, mais qui est une parcelle privée à côté de... Et on a dit, mais le président Senghor n'aurait pas rendu ces véhicules-là au moment de la passation de service, que c'est des véhicules qu'il aurait gardés frauduleusement. Ah, donc, à l'époque, en 96, on parlait d'affaires de véhicules, de fonction. Mais pour que le président Senghor ait été interpellé au tribunal de Porto-Novo, au tribunal de Cotonou, donc qu'il ait vu la foule, mais aucun juge peut travailler dans cette ambiance. C'est pas possible. Et on estime que c'est un acte commis pas dans l'exercice de la fonction. Et que donc, du coup, le tribunal connaît ça. Mais quelle foule! Le dossier n'est jamais allé au bout. Le dossier a été géré lors de la rencontre entre les deux, entre Kérékou et Soglo. Oui, donc, aujourd'hui, Boni Yayi, vous pensez que Boni Yayi peut interpeller Kérékou sur un dossier quelconque? Quand il était aux affaires, il ne peut pas. On va dire chasse à l'homme. Est-ce que Patrice Talon peut intervenir? Regardez déjà, quand Boni Yayi sort et dit n'importe quoi, on ne trouve pas qu'il exagère. Même quand il dit qu'en tant que chef, en tant que chef d'État, en tant que président de l'Union africaine, je demande aux forces militaires des choses qu'un citoyen sérieux ne devrait pas dire, en qui plus est un ancien président de la République. Quand il le dit, personne ne lui dit qu'il exagère. Mais si jamais l'État tente quelque chose, on va dire, chasse à l'homme. Si on le convoque et on tente de dire qu'il a fait parjure et que c'est une, comment on appelle, la troisième cause, c'est complot contre, voilà. Donc, on dit ça. On dit que c'est sorti de toutes pièces pour lui nuire, pour l'anéantir, et il y aura foule, on va casser les choses. Si Patrice Talon quitte le pouvoir, combien, toute cette base de cas, qui peut oser? Parce que dès que les chefs d'État sont élus, ils deviennent la cible. Dès qu'ils quittent le pouvoir, ils deviennent les idoles. C'est systématiquement dans la sociologie. Je pense que nous devons y penser dans la mise en place de dispositifs de poursuite. Ce type d'exception n'existe plus dans aucune démocratie sérieuse. La France qui a inventé la Cour de justice, de la République a déjà rétropédalé et très vite. Donc pourquoi nous on s'accroche à une haute Cour de justice qui n'est haute que de son nom et qui aujourd'hui, que la criette a totalement pétanqué, comme on peut le dire. Je pense qu'il faut trouver une chambre à la criette pour que pour ces cas-là, il faut trouver une chambre à la criette pour ces cas de haut travail, de gestion des personnalités. On leur donne plus de considération en les interpellant. Il ne faut pas rester à la foule de tout le monde. Mais après, ils doivent répondre des mêmes droits devant les mêmes. Alors, il y a des ministres qui donnent des instructions et pendant qu'on n'arrive pas à voter leur poursuite, on s'occupe des cadres qui, eux, vont et viennent. On les met en garde à vue. Les DG sont mis en garde à vue ou même en détention provisoire. Alors que le ministre, lui, on ne peut pas toucher à lui. Il y a une injustice, il y a un double traitement du citoyen. Je pense que, moi, je trouve bizarre que les organisations des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme, Amnesty International, attaquent les criettes, attaquent d'autres choses, et n'attaquent pas cette chose. La haute cour de justice, si on doit attaquer une institution, la haute cour de justice en est une, elle n'est pas utile. Elle n'est pas nécessaire. Elle crée une discrimination entre les citoyens devant la loi. Elle crée une discrimination devant le service judiciaire. Les exceptions, les immunités sont déjà des exceptions de poursuite. Il faut laisser les exceptions de cours. Les exceptions. Il ne faut pas créer les exceptions dans les instances en la matière parce que quelqu'un a eu la chance d'être autorité. C'est pas, à mon humble avis, ce n'est pas sain.
Dernière question, vu que ces institutions existent, mais qu'elles ne travaillent pas réellement, n'est-ce pas aussi un peu un parjure, Agapit Napoléon Maforik? Hein? Un parjure. Non, les institutions ne parjurent pas. Puisque les institutions, il n'y a pas. D'abord, une structure ne peut pas faire ne peut pas parjure, on ne peut pas taxer une institution de parjure. Par contre, l'individu, un citoyen peut être taxé quand vous avez un serment que vous n'honorez pas, vous êtes parjure. Quand vous avez un engagement républicain, quand vous avez une parole donnée républicaine. Donc, en la matière, vous n'allez pas saisir l'Assemblée nationale pour dire que l'Assemblée nationale est parjure. Ouais, elle travaille, mais une institution qui ne fonctionne pas du tout. Non, Alors c'est pas sa faute à elle. C'est que l'institution fonctionne. Il y a une administration qui tourne. Il y a des dossiers qui traitent. Mais pour quelle finalité? Les dossiers, en dehors du dossier à Diou, qui a peut-être allé, les capables faisant on a fait non-lieu. Dans quelles conditions on a eu les rapports? Donc, les généralités, on n'a plus eu de suite. Et puis, une sorte d'apathie nationale, un peu pratiquement, pour la poursuite des chefs. Donc, du coup, alors, il faut trouver le mécanisme. Peut-être ne pas créer une institution spéciale, mais utiliser ce qui existe. On a déjà celui de Criette qui est là. Bon, à mon avis, il faut rendre la procédure de poursuite facile, simple. C'est ça le problème. Il faut sauter les verrous parlementaires et laisser le juge faire son travail. Pour moi, si c'est le juge, si on croit à notre justice et le juge peut parler au nom du peuple béninois, pourquoi on pense qu'il ne peut pas parler? Le chef d'État aussi, il a été élu pour parler au nom du peuple béninois. Le juge prend serment. On lui donne, on le renvoie. Comme le chef d'État a renvoyé les membres de la Cour constitutionnelle à l'exercice de leur fonction, c'est comme ça que les juges font leur serment. Donc s'il fait son serment, on doit pouvoir y croire en lui. Voilà. Donc pour moi, il faudrait que nous quittions les exceptions de juridiction, tout simplement pour ces cas-là. Parce que quand un président de la République finit, ou un ministre, il faut peut-être que la Cour des comptes lui donne acte, des actes de gestion. Il faut peut-être créer des conditions pour que, de manière probante, les éléments de gestion lui soient opposés. Okay. Et que le quitus dont on demande lui soit peut-être donné. Pourquoi celui qui n'a pas reçu le quitus doit répondre des raisons. Absolument. Donc il faut trouver il y a des mécanismes, il faut mener la réflexion. Mais tel que nous continuons comme ça, c'est le saupoudrage. Pour moi, je ne sais pas si c'est pas juste, mais c'est une sorte de saupoudrage. Ça, c'est rien. On se trompe. Hein. La République se trompe avec elle-même en maintenant cette institution, vraiment, qui veut sans doute travailler, mais qui reste jusqu'à aujourd'hui. Et on va finir comme hier, budgétivore. Oui, voilà. On espère que la révision de la Constitution pourra toucher ces éléments-là, justement, pour la rendre performante. Merci Agapit Napoléon Maforik. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live et sur iOS et Android, ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.